Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un nouveau live de No Code for Good. Donc, on est ravis d'être là avec vous. On va attendre tranquillement. Il y a du monde qui va commencer à arriver. Donc, je me présente. Je suis Angeline, Product Manager bénévole pour No Code for Good. Et je suis, bonjour Fubu, et je suis avec Quentin, qui est donc le lead dev de la plateforme. En attendant qu'on nous rejoigne, je vais rappeler un peu ce que fait No Code for Good. Donc, c'est une plateforme, on met en relation des no-codeuses et des no-codeurs engagés avec des projets à impact positif. Donc, ne pas hésiter, si vous êtes no-codeuse, no-codeur, à venir vous inscrire. Il y a plein de use cases très intéressants d'associations qui ont besoin d'aide pour des projets à impact positif, donc social, sociétal, environnemental, que ça soit pour des sujets internes d'Ops, et on sait que les associations ont peu de moyens, donc c'est vraiment crucial pour elles d'avoir des outils no-code qui peuvent les aider à se concentrer sur leurs missions importantes, et puis aussi de nombreux projets qui passent par des outils no-code pour le projet lui-même, donc avec des sites vitrines, des sites de mise en relation, et donc beaucoup de projets intéressants. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'accueillir Claire Champourlier, qui va venir nous parler de sa collaboration avec l'association Antoine Aleno, donc qui lutte contre les violences routières. On pourra en reparler. Donc, on a eu une actualité assez terrible à ce sujet la semaine dernière avec un cycliste qui a été écrasé par un 4x4 en plein Paris. Donc, Claire va pouvoir nous parler de comment elle a collaboré avec Antoine Aleno. Et peut-être, avant d'accueillir Claire, Quentin, quelques mots sur les actus de No Code for Good. Bien sûr. Les no-codeurs qui sont sur le live le savent peut-être déjà, mais la semaine dernière, c'était le No Code Summit. Et No Code for Good a eu la chance d'y avoir un stand pendant les 2 jours de l'événement. Ça nous a permis déjà de rencontrer un peu tous les no-codeurs de la plateforme, ce qui était vraiment très cool. On a eu de super échanges. Et on a eu aussi l'occasion de rencontrer les éditeurs d'outils du no-code, donc Airtable, Make, Software, Xano qui était le grand invité de l'événement aussi. Et ça nous a permis aussi de discuter de comment ces outils pourraient aider les projets à impact positif sur la plateforme de se lancer. Et donc, sachez que nous sommes en discussion pour peut-être des opportunités pour les projets qui se lancent pour accéder aux outils plus facilement. Deuxième point, vous avez peut-être vu aussi passer notre communication sur LinkedIn, mais on a lancé notre fonds d'abondement. Donc, pour rappel, l'an dernier, on a fait un crowdfunding. On a récupéré 15 000 € dans le but d'aider à financer des projets à impact positif. C'est maintenant, en fait. On a ouvert le formulaire. Les projets peuvent s'inscrire. Et je rappelle le principe. Un projet for good, un porteur de projet arrive avec une idée. Un peu structuré, un impact un peu structuré. Le projet devrait lui coûter quelque chose comme 3 000 € pour le faire développer par le no-codeur. Le porteur de projet arrive avec 1 500 €. Nous, on fournit 1 500 € de notre cagnotte qu'on a récoltée. Et on a du coup un no-codeur payé justement et un projet du for good qui décolle. Voilà, donc le formulaire est ouvert pour les porteuses et porteurs de projets qui nous écoutent. Il faut le remplir jusqu'au 13 novembre et on aura notre première sélection en décembre, si mes souvenirs sont bons. Donc bientôt sur la plateforme, vous verrez apparaître aussi nos premiers projets du fonds d'abondement que vous pourrez aider si vous êtes no-codeur ou no-codeuse. Et voilà le tour des infos pour ce mois-ci.
Super, tout à fait. Donc vraiment, ne pas hésiter à faire connaître le fonds d'abondement autour de vous. D'ailleurs, Quentin, tu vas peut-être pouvoir mettre le lien dans le chat. Et donc, je vous rappelle aussi par rapport au No Code Summit qu'on a participé à une table ronde très intéressante avec Sherit, Eloasso, Latitude et Solinum. Et le replay de cette table ronde est disponible sur le site du No Code Summit. Il y a vraiment beaucoup de pistes qui ont été abordées par les participants sur comment on peut mettre le combo outils no-code et IA au service des associations. Des discussions vraiment intéressantes là-dessus, donc n'hésitez pas non plus à aller voir ce replay. Et donc, du coup, on va pouvoir, on commence à être un peu plus nombreux, on va pouvoir sans tarder accueillir Claire. Et juste avant, je veux rappeler que No Code for Good, on est une équipe de bénévoles. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre pour nous donner un coup de main, que ça soit en no-code ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer notre plateforme. Ça, Quentin travaille dur là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut avoir besoin de coups de main en termes de communication, de contact avec des projets. Donc, si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre. Et en attendant, on va pouvoir appeler Claire à nous rejoindre. Bonjour. Donc, en fait, on se retrouve parce qu'on s'est vu la semaine dernière au No Code Summit, où tu participais d'ailleurs à une table ronde. On va pouvoir revenir un peu dessus. Alors, moi, je suis vraiment ravie de pouvoir te présenter, Claire, parce que je dirais que tu es dans notre communauté des no-codeuses et no-codeurs engagés, véritablement une no-codeuse de luxe. Puisque tu es en fait à la base informaticienne, ingénieure, tu as été développeuse et je pense que tu as tout fait en termes de job. Quand on regarde ton LinkedIn, on voit que tu as été consultante, tu as été PMO, Project Manager Officer, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu as été product owner, tu as été product manager, ingénieur études et développement, chargée de mission DSI et aussi consultante de conseil en stratégie. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus? C'est quoi consultante de conseil en stratégie? Alors, la partie conseil en stratégie, c'est ce que font en général les grands cabinets de conseil. C'est accompagner les dirigeants d'entreprises, notamment des grandes entreprises, pour planifier les stratégies sur les prochaines années. Et moi, j'ai eu la chance de faire ce métier-là dans un contexte un petit peu particulier parce que j'étais salariée d'une grande entreprise et je travaillais comme consultante au sein de cette entreprise. Donc, avec un statut un peu particulier où on connaît bien les gens, l'entreprise et où on a je dirais un engagement aussi à faire en sorte que la stratégie convienne aux salariés puisqu'on va devoir l'appliquer derrière dans notre quotidien. Donc, vraiment un parcours très riche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as oscillé en fait entre le for good et l'économie plus traditionnelle, puisque tu as travaillé quand même, il me semble, 14 ans au total pour SocGen, donc Société Générale, pour ceux qui ne la connaissent pas par le surnom rapide. Et tu as un profil très entrepreneurial. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans ton profil de no-codeuse. Tu es, me semble-t-il, lauréate de la Ruche, lauréate de Ticket for Change, et tu as fait beaucoup d'accompagnement toi-même de projets à impact. Et tu as aussi ton propre projet de finance à impact qui aujourd'hui est peut-être un petit peu en stand-by, mais que tu as quand même mené assez loin. Exactement. En fait, moi, je suis tombée dans l'entrepreneuriat il y a assez longtemps parce que j'avais des entreprises déjà à la maison, même si moi, je travaillais comme salariée. Et j'ai vraiment commencé à m'y mettre en intrapreneuriat au départ. Donc, dans un programme d'intrapreneuriat où on avait monté une application pour organiser des soirées
pour les étudiants et les jeunes salariés. Donc, on faisait tout. On trouvait des cadeaux s'il y avait besoin d'un cadeau, des cartes cadeaux. On livrait même l'apéro. Et bon, à un moment, on s'est fait un petit peu arrêter là-dessus parce que l'entreprise n'était pas sûre de vouloir porter cette mission-là. Mais ça a été un très, très beau projet. Et suite à ça, ça m'a donné, je dirais, le courage de me lancer derrière, effectivement, sur un projet de finance responsable, de conseil en gestion de patrimoine responsable. Alors, on va y revenir. Donc, aujourd'hui, tu es freelance. Tu es freelance essentiellement pour des associations et des structures de l'ESS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc, on en reparlera, mais finalement, tu as un peu débuté, me semble-t-il, via la plateforme No Code for Good, justement. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes en tant que freelance ? Oui. Alors, moi, j'interviens sur un périmètre assez large. En fait, je me définis un peu plus comme conseil en technologie parce que je peux à la fois intervenir justement pour accompagner des structures, en général des structures qui se lancent ou qui ont déjà un premier prototype, pour définir un petit peu comment elles vont gérer toute leur partie informatique. J'ai aussi encadré des stagiaires, par exemple, pour une association, ce genre de choses. Donc, ça peut être à la fois d'une partie plus stratégique, accompagnement, et après de la réalisation en code ou en no-code, suivant les besoins. Super. Donc, vraiment un accompagnement à 360 degrés que tu proposes. Alors, moi, j'ai pas mal de choses à recommander. Je pense que Quentin va pouvoir nous mettre quelques liens, mais tu as récemment participé à une table ronde avec Alexandre Talon, qui est un cofondateur de No Code for Good, où tu as donné beaucoup de tips, tant pour les no-codeuses, les no-codeurs que les porteuses, les porteurs de projets. Donc, tu parlais notamment de l'importance d'avoir du réseau quand on est no-codeur. Et tu insistais aussi beaucoup sur la documentation, comment on l'anticipe, comment on la gère, comment on la prévoit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à aller voir. Et là, la semaine dernière, tu participais à une table ronde donc au No Code Summit sur le Stack Overflow du No Code auquel tu as participé. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots là-dessus ? Oui, donc c'est donc la communauté No Code France, du coup, qui a donc un Slack avec 15 000 personnes qui existe depuis à peu près 5 ans, avec énormément de questions-réponses partout. Et l'idée de cette application, c'était de pouvoir aller rechercher dans cet historique, parce que Slack supprime l'historique après 3 mois, en tout cas sur les plans gratuits, et à 15 000, on est obligé de rester sur un plan gratuit. En fait, grâce à cette application, on peut aller rechercher dans tout cet historique une discussion qui a eu lieu. Et c'est un énorme travail qui a été réalisé pour faire cette application, et qui a été réalisé de manière complètement collaborative avec des bénévoles de No Code France, qui se sont relayés un petit peu en fonction des disponibilités de chacun pour mettre en place cet outil-là à la disposition de toute la communauté. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que c'est quelque chose qui va nous bénéficier à tous, de pouvoir mutualiser un peu comment on a résolu tel problème sur tel outil. Et donc, je souligne aussi que tu as une émission, donc toi, tu es toi-même habitué au live sur Twitch, puisque tu as une émission qui est le Crash Test, où tu parles d'outils no-code. Oui, exactement. Donc, c'est une émission que je fais avec Olivier Martineau et dans laquelle on teste des outils no-code, en général des outils qu'on découvre quasiment en direct. On a juste créé notre compte avant et on teste les outils sur un petit use case en 1 heure pour voir jusqu'où on peut aller en 1 heure. Et d'ailleurs, on vous prépare une super émission exceptionnelle avec les fondateurs de Xano et WeWeb. Waouh! Sur des outils qu'on connaît déjà un petit peu, du coup, mais
ça va être très, très sympa de les redécouvrir sous un autre angle. Super, bah absolument à ne pas rater. Et puis enfin, je souligne que tu as un site avec beaucoup de recommandations par rapport à l'entrepreneuriat où tu partages beaucoup de tips, beaucoup de conseils. Donc, on a mis le lien parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage tant les no-codeuses et les no-codeurs que les porteuses et porteurs de projets d'ailleurs à aller voir. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Claire. Tu es aussi, j'ai vu ça sur ton LinkedIn, une maman geek qui aime réparer et fabriquer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Bonjour Xavier. En fait, j'ai besoin de temps en temps de créer des choses aussi en dehors de mon ordinateur et du coup ou de réparer des choses. Donc voilà. Donc ce week-end, la table du salon était envahie de la machine à café intégralement démontée. On fabrique aussi en ce moment les décorations d'Halloween. Donc voilà, c'est un peu on se fait plaisir. Voilà, on fait plein de choses en fonction des envies du moment. Super, super. Alors là, pour le coup, on va passer sur une collaboration qui est bien sur les ordis. Donc, on va parler d'Antoine Aleno. Donc, d'habitude, dans ce live, on accueille à la fois une no-codeuse ou un no-codeur et la porteuse ou le porteur de projet. Là, dans ce cas-ci, c'est toi qui vas à la fois nous parler de la partie no-code et tu vas aussi nous parler du projet, ce qui est vraiment intéressant et donc c'est vraiment super de pouvoir montrer ça aujourd'hui. C'est que tu as commencé avec une collaboration via la plateforme No Code for Good pour l'association Antoine Aleno. Et cette collaboration ponctuelle est devenue une collaboration plus pérenne. Donc ça, on va pouvoir en parler. Alors, je vais peut-être dire d'abord 2 mots sur Antoine Aleno. Donc, l'association, c'est une association qui a été fondée par la famille d'Antoine Aleno qui est décédé de violences routières à l'âge de 24 ans, donc en mai 2022. Et sa famille a fondé cette association avec, me semble-t-il, 3 missions qui sont d'une part accompagner les personnes et notamment les familles de victimes. On a parlé du fait qu'il y avait eu un nouveau drame pas plus tard que la semaine dernière à Paris avec un cycliste. Donc, une vraie question, cette question de la violence routière et de l'accompagnement des victimes. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation. Et le troisième axe, c'est la prévention des violences routières. Donc, est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu es rentré en contact avec l'association Antoine Aleno et aussi, il me semble que toi, quand est-ce que tu es rentré en contact avec eux? Où est-ce qu'ils en étaient? Parce que je crois qu'ils se sont créés fin 2022 et quand toi, tu as été finalement amené à commencer à collaborer avec eux, ils avaient déjà en fait un petit système, enfin même pas un petit système, ils avaient déjà mis en place un produit avec du software, du fill-out, du Zapier et de l'Airtable, me semble-t-il. Exactement. Moi, je suis rentrée en contact avec eux suite à une annonce qui avait été postée sur No Code for Good au mois de janvier. Et en fait, ils recherchaient au départ quelqu'un. Donc, l'annonce était orientée sur une analyse de sécurité. Et du coup, le premier objectif était déjà d'analyser tout le travail qui avait été réalisé par une autre no-codeuse pour pouvoir reprendre les choses aussi avec un angle de vue un peu différent. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant pour rentrer dans une application créée par quelqu'un d'autre, de faire toute cette analyse, de vérifier que tous les paramétrages étaient bons, parce qu'à force d'être dans nos outils, on a parfois un peu de mal à revenir sur ce qu'on a fait et à revérifier et recorriger tout ce qu'on a fait. Et du coup, je suis rentrée par ce biais-là, donc qui était donc cette première analyse. Et dès que je les ai rencontrés, ils m'ont dit oui, alors ça c'est la première étape, mais on a plein d'idées, on a plein de choses à faire. Et du coup, voilà, la collaboration s'est poursuivie dans la durée depuis le mois de janvier.
Donc, en fait, tu as débuté vraiment avec une mission sur la sécurité des données. Est-ce que tu peux nous en parler, ça? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important et intéressant pour plein de projets qui commencent très vite par constituer, enfin ça commence comme ça, quoi, avec une base Airtable où on a plein d'infos de toutes sortes sur plein de gens. Là, c'était quoi ces données? C'était des données sur qui? Pourquoi? Comment est-ce qu'ils les stockaient? Et c'était quoi leurs préoccupations par rapport à la sécurité? Et qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport à ça? C'était quoi le constat, les solutions? Donc, la première brique applicative, c'était donc il y a ce premier pilier de l'association qui est l'accompagnement des familles endeuillées suite au décès d'un enfant dans des circonstances violentes. D'ailleurs, pas uniquement accident de la route, c'est principalement accident de la route, mais ça peut être d'autres circonstances aussi. Ils accompagnent donc ce qu'on appelle dans l'association les co-victimes, donc finalement toutes ces personnes qui sont proches de la victime et qui sont d'une certaine manière victimes aussi de ce qui s'est passé. Et il y a une assistante sociale qui accompagne toutes ces familles pour les rediriger vers des bénévoles ou des professionnels qui vont les accompagner. Donc, ça peut être des avocats, ça peut être des psychologues, ça peut être aussi des bénévoles qui vont simplement leur amener à manger, s'assurer qu'ils vont bien. Ça peut être des gens qui animent des groupes de parole. Et donc, on a cette assistante sociale qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça, qui les accompagne dans son travail d'assistante sociale et avec des mises en relation. Et donc, cette assistante sociale travaillait à accompagner déjà beaucoup de familles. Et il a été décidé de mettre en place un outil pour l'aider à gérer à la fois son suivi des familles et cette mise en relation, finalement, un petit peu comme la plateforme No Code for Good, mais cette mise en relation avec les personnes qui peuvent accompagner les familles. Et donc, on avait toute cette partie-là avec cette idée de dire aujourd'hui, c'est une assistante sociale, l'association, et petit à petit, l'objectif, c'est d'être référent sur cet accompagnement et donc potentiellement d'avoir d'autres assistantes sociales qui vont venir accompagner les familles et qui vont pouvoir utiliser le même outil en étant typiquement en ayant accès aux informations auxquelles elles ont besoin d'avoir accès. En cas d'urgence, pouvoir reprendre un dossier, mais sinon, ne pas avoir forcément accès à des informations, avoir une gestion, disons, des droits sur ces informations qui dépend du profil de la personne. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu mettre en place, du coup, limiter la visibilité des informations selon les personnes, selon les utilisatrices, utilisateurs, selon le profil des utilisatrices, utilisateurs? Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, qui n'est pas complètement terminé. Donc, aujourd'hui, on a une partie qui est gérée dans Airtable avec des interfaces là qui sont à disposition uniquement de l'assistante sociale. Et comme elle est, pour l'instant, elle a accès à tous les dossiers. Et de l'autre côté, une plateforme software qui, elle, est exposée aux bénévoles et aux professionnels qui vont accompagner les co-victimes et sur laquelle on peut déposer des missions. Ils peuvent se porter volontaires sur une mission et du coup accéder à des informations de contact pour avoir accès à la co-victime et pouvoir l'accompagner et à la fin pouvoir faire un retour à l'association sur la mission, comment s'est déroulée la mission. Alors, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir nous montrer tout ça puisque tu as prévu de nous faire des démos. Mais peut-être avant qu'on aille voir donc à quoi ça ressemble, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passé le cadrage de ta mission avec Antoine Aleno, puisque au départ, tu es intervenu pour eux pour cette mission qui concernait la sécurisation des données. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment cette mission a été cadrée, comment elle s'est déroulée et à partir de quel moment est-ce qu'elle s'est terminée pour ensuite enchaîner sur une collaboration qui dure encore aujourd'hui et comment s'est fait ce passage? Parce que ça, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes de la communauté. Je pense qu'au départ, en fait, on a été très transparent dans nos échanges avec les membres de l'association et notamment sur nos besoins et nos attentes par rapport à cette mission. C'est-à-dire que moi, c'était le début en fait de mon activité et du coup, je leur expliquais voilà que je commençais mon activité, que j'avais
besoin de voir comment ça allait se passer. Et eux m'ont dit, nous aussi, on a besoin de tester en fait notre collaboration aussi. Et je trouve que c'est toujours une bonne pratique de toute façon dans les collaborations, quelle que soit la typologie après, de se tester d'abord pour vérifier qu'on arrive à travailler ensemble, que ça se passe bien des deux côtés. Et donc, on a posé ce premier périmètre pour définir, en fait, lister déjà tous les outils qui étaient utilisés, récupérer tous les accès, vérifier les différents éléments, vérifier les points qui pourraient poser problème à l'avenir et ensuite pouvoir voir si on continuait ou pas à travailler ensemble. Et moi, je me suis engagée dès le départ à, de toute façon, fournir des documents d'avancement. Donc, c'est cette première analyse de sécurité, j'ai tout écrit et je leur ai dit comme ça, si jamais à un moment on se dit que finalement on ne veut pas continuer ensemble, vous avez tous les documents pour aller faire la suite avec quelqu'un d'autre et pas avoir à recommencer toute cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, la mission, c'était une mission de diagnostic. Et à partir du moment où, donc en fait, la mise en œuvre, c'est au niveau de la mise en œuvre que là, vous êtes passé sur une collaboration plus durable. Exactement. Exactement. Et donc, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en attente. Et finalement, du coup, la mission en soi de test s'est déroulée assez rapidement parce qu'il y avait énormément de besoins et d'attentes parce que donc c'est une association qui est financée par des partenaires. Donc, le projet, typiquement le projet de dispositif d'accompagnement était financé par un partenaire. Et donc, à un moment, faut aller voir aussi ce partenaire et lui dire, voilà, on en est là, on avance. Voilà ce qu'on compte faire dans les prochains mois. Et donc, il y avait aussi tous ces éléments-là qui arrivaient par la suite. Super, super. Et du coup, est-ce que tu veux, Claire, qu'on rentre dans les démos pour aller voir de plus près le produit? Donc, il me semble que la première démo que tu nous as préparée, c'est sur l'accompagnement. Donc, c'est ça. Vas-y, je te laisse la parole. Donc, c'est cette fameuse plateforme d'accompagnement. Donc, quand on est sur le site de l'association Antoine Aleno, on peut, il y a une partie nous aider. Et dans ce dispositif, les personnes qui souhaitent accompagner une famille peuvent aller renseigner leur profil et le temps qu'ils sont prêts à dédier à la famille. Donc voilà, ils peuvent rentrer toutes leurs informations. Et une fois qu'ils ont fait ça, donc il y a des messages automatiques qui partent à l'association et à l'intervenant pour dire qu'on a bien reçu sa demande. Donc là, on a la partie interface plutôt côté Airtable où on va pouvoir valider l'intervenant, faire une réunion avec cette personne-là et valider son profil. Et ensuite, on a donc les co-victimes qui peuvent venir se signaler sur le site pour expliquer qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Donc, ils vont pouvoir raconter un petit peu tout leur périmètre. Donc là, le use case qui vous est montré, c'est le use case de Victor Hugo qui a perdu sa fille dans un accident de barque sur la Seine. Donc voilà, il n'y a pas de données sensibles du tout dans cette partie-là. Et on retrouve donc toute cette partie de suivi en fait de la famille, de ce qui leur est arrivé et pouvoir accompagner, retrouver tous les éléments. Et donc ça, on avait besoin évidemment que cette information soit sécurisée correctement, qu'on n'ait pas une table qui a un lien de partage ou des choses comme ça, pour pouvoir s'assurer qu'on n'ait pas de la donnée personnelle des familles qui soient exposées. Voilà. Donc, on a choisi de rester sur Airtable aujourd'hui pour stocker toute cette donnée-là. Voilà, c'est quelque chose qu'on rediscutera peut-être par la suite, mais pour l'instant, ça permet d'avoir toute la donnée au moins qui est centralisée à un endroit. Je suis d'accord avec toi, Xavier, c'est pas très joyeux comme histoire, mais l'objectif, c'est aussi d'accompagner ces familles pour faire en sorte que leur vie continue, qu'ils puissent continuer à retrouver une vie, je dirais, après ces événements. Et d'ailleurs, il y a un très très bel événement qui va être réalisé bientôt avec l'artiste de rue JR qui va afficher tout un tas de photos de familles de co-victimes comme ça pour montrer un petit peu tous ces survivants. Donc voilà, donc on voit qu'on peut créer une mission, sélectionner des personnes qui vont travailler sur cette mission.
Et du coup, donc, contrairement à la plateforme No Code for Good, donc là, on va pouvoir présélectionner, disons, les intervenants à qui ça va être envoyé. Et ensuite, les personnes voilà, peuvent se déclarer pour aider une famille. Et suivant la typologie, la personne qui accompagne la famille va pouvoir enregistrer des éléments sur ces rendez-vous pour remonter de l'information à l'association, disant bah voilà, je me suis rendu compte qu'il avait tel besoin particulier, peut-être que vous pouvez l'aider à trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner sur ce besoin-là, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir cette communication d'informations d'un côté et de l'autre. C'est un peu rapide, mais on vous mettra éventuellement les liens si jamais certains veulent creuser, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu as montré, Claire, c'est qu'il y a la partie publique qu'on peut tous aller voir sur le site en fait de l'association Antoine Aleno. Donc là, on va avoir le formulaire pour les victimes qui peuvent demander de l'aide et aussi pour les personnes qui veulent être bénévoles. C'est ça. Voilà, donc on a être accompagné ou nous aider, j'imagine que ça doit être pour s'inscrire en tant que bénévole. Exactement. Et donc là, on va rediriger effectivement sur le site qu'on a vu dans la vidéo. D'accord. Et donc, ce que tu nous as montré justement dans la vidéo, c'est pour le coup un produit interne qui a été développé et qui donc est vraiment interne à l'association et aux personnes qui interviennent au sein de l'association. Exactement, exactement. Et donc là, en termes d'outils, est-ce que tu peux nous détailler un peu donc tu nous as parlé d'Airtable, on a vu l'interface d'Airtable, mais est-ce que tu peux peut-être reprendre en détaillant un peu cet outil finalement? Donc ça, cet outil-là, c'est ce que tu as créé toi pour Antoine Aleno. Ça n'existait pas quand tu es arrivé, parce que qu'est-ce qui a changé en fait par rapport à la stack qui existait? Donc il y avait déjà du Softair, du Fillout, du Airtable. Qu'est-ce que tu as créé en plus et comment tu as travaillé avec l'existant? Alors, cette partie-là existait partiellement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, donc la partie Airtable qui est vraiment la partie interne de l'association et la partie Softair qui est cette partie qui est exposée et une partie qui est mise à disposition des partenaires qui accompagnent les familles. Donc, ces briques de départ étaient déjà mises en place. Et moi, j'ai travaillé sur le fait de compléter en fait ce dispositif. Donc, il y avait tout un système, de mails automatiques qui sont envoyés, de relance, d'ajout d'événements dans un calendrier pour pouvoir permettre aussi de savoir quelles sont les dates importantes pour les familles, ce genre de choses. Et donc, c'était un dispositif qui était déjà initié et qu'il fallait compléter et sécuriser. Donc, c'est toute cette partie-là voilà, qui a été, je dirais, les premiers mois de ma mission auprès de l'association. Et donc, toi, tu as complété avec les mêmes outils ou tu as rajouté des outils dans la stack? Alors, j'ai plutôt enlevé des outils dans la stack parce qu'il y avait effectivement un peu de Zapier, un peu de Make, un peu d'autres outils qui avaient été mis en place pour toute la partie automatisation. Il se trouve qu'entre-temps, les automatisations de Make ont énormément progressé. Donc, j'ai pu rapatrier une partie de cette automatisation dans Airtable, pardon. Et du coup, ça a permis aussi de retirer des outils et d'éviter des transmissions d'informations à travers des outils où typiquement quand on envoie un webhook make une information, elle est en clair, elle passe en clair, on la voit dans l'URL et du coup on voulait éviter ce genre de choses. Donc typiquement là ça nous permet de gérer des automatisations directement au niveau de Airtable et d'éviter autant que possible des outils tiers et de réduire le nombre d'outils dans le processus. Donc, toi, tu as vraiment optimisé l'utilisation de Airtable pour les automatisations. Et ce que tu disais, donc, c'est Airtable qui s'est amélioré au niveau automatisation et qui du coup, a permis de faire plus de choses. Et donc, du coup, tu avais moins besoin. Est-ce qu'il y a encore du Make qui est utilisé ou est-ce que vous arrivez à éviter quasiment totalement Make? On n'a plus de Make aujourd'hui sur ce dispositif-là. Après, on a du Airtable avec éventuellement, dans l'automatisation, du script, puisqu'on peut mettre du script dans Airtable. Donc, on a des parties vraiment plus poussées. Et c'est là où
mon passé plutôt développement me permet aussi de pousser les outils jusqu'à leur retranchement en intégrant, que ce soit dans Software, en intégrant des morceaux de code à des endroits où ça peut être nécessaire, ou dans Airtable en faisant des scripts pour automatiser et éviter de multiplier les outils en termes de budget et en termes de sécurité. C'est toujours bénéfique. Ça, c'est hyper intéressant, là, ce que tu es en train de nous dire. Et effectivement, tu es, en fait, tu as un passé de développeuse, tu es ingénieur, donc tu as vraiment cette possibilité d'être sur du no-code, en fait, du low-code, d'augmenter les outils. Est-ce que tu peux nous montrer, là, un exemple de script, justement, sur Airtable, un exemple d'automatisation? C'est vrai que là, on a pas mal de passionnés et ça nous intéresse de voir comment on peut zapper Make et le remplacer par une automatisation dans Airtable avec donc un script qui va lui permettre de faire des choses plus compliquées. Donc là, voilà, on retrouve toutes les automatisations là, que j'ai dans Airtable, donc par typologie. Et donc, ce que je pourrais vous montrer, par exemple, c'est quand on diffuse une mission à un intervenant, typiquement, on va la diffuser aux intervenants qui sont dans le périmètre géographique qui correspond à la mission. Et donc, on va dire, voilà, si je recherche quelqu'un qui est en Île-de-France, je vais envoyer que aux intervenants qui sont en Île-de-France. Mais on a un choix qui est toute la France. Donc, typiquement, comment on gère toute la France versus, c'est plus dans les périmètres d'intervention. Et donc là, typiquement, on a un script où on va dire, on va rechercher des intervenants. Et du coup, on va dire, voilà, on va récupérer les intervenants qui se sont mis sur le périmètre toute la France et on va pouvoir aller refiltrer la liste d'intervenants pour aller rechercher des informations. Et c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement simple à faire en direct dans une automatisation. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est que dans Airtable, aujourd'hui, on peut faire qu'un seul if. Voilà, on a des cas qu'on ne peut pas gérer. Typiquement, avec un petit bout de script, ça peut se faire très, très facilement. Et ça permet de gagner pas mal en puissance dans ces automatisations. Et ça, c'est des choses qui, auparavant, auraient été faites avec Make? C'est des choses qui auraient été faites avec Make, effectivement, où on aurait dit, voilà, quand on a une entrée qui rentre dans la vue, toute cette partie-là, je pense qu'au moment où le projet a été initié, les automatisations de Airtable étaient vraiment extrêmement réduites. Et du coup, je crois même que le fait d'envoyer un email au départ, c'était que par les emails de Airtable. Donc là, ça convenait pas parce que ça allait faire un email qui n'était pas au branding de l'association, alors que là, on peut se connecter à Outlook et du coup avoir des messages qui partent en direct sur Outlook. Ça permet de faire des choses qui sont plus alignées avec les standards de qualité de l'association aussi, d'avoir tout qui est à cet endroit-là. On ne peut pas encore tout faire avec les automatisations Airtable, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin déjà, d'avoir cette partie script. Super, super. Ça, c'est vraiment très, très intéressant de voir comment tu as pu pousser ça. Alors, ça, c'est la première mission d'Antoine Aleno, c'est toute cette partie accompagnement. Toi, aujourd'hui, comme tu continues de travailler avec eux, tu les aides à faire évoluer leurs produits et à le faire évoluer pour qu'ils puissent monter en puissance sur leurs autres missions, notamment la mission de la prévention dont on a parlé. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus sur le travail que tu fais avec eux avec de l'IA justement pour que leurs produits puissent les aider là-dessus? Alors effectivement, on a beaucoup de projets en cours, mais on va se concentrer sur un qui s'appelle la boussole. Le principe de la boussole, c'est de permettre à chacun d'améliorer ses pratiques sur la route et d'améliorer les pratiques des autres. Donc le principe, c'est de collecter de l'information pour pouvoir
prendre les bonnes décisions, que ce soit à titre personnel ou que ce soit dans les collectivités locales aussi, pouvoir leur donner les éléments qui vont leur permettre de définir est-ce qu'à cet endroit-là, il vaut mieux mettre un ralentisseur, est-ce qu'il vaut mieux mettre un feu. En fait, le principe de départ, c'est un peu de dire, en général, quand il y a un accident, les gens disent « Ah bah oui, mais ça devait arriver, on savait bien que cet endroit-là était dangereux. » Et donc, c'est un petit peu, voilà, comment on fait en sorte d'une part, d'informer les gens sur la dangerosité des lieux et du coup, de leur donner les bonnes pratiques pour réduire cette dangerosité, mais aussi d'avoir cette information à disposition. Donc, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on travaille avec Neo4j qui fait des bases graphes, qui, à partir de cette information qui est complètement déstructurée puisqu'elle vient d'articles de presse, elle vient de témoignages de citoyens, elle vient de données qui sont fournies par les villes. C'est de recréer une structure dans cette donnée-là, mais sous forme de graphes. Donc, les graphes, ça va être des briques, je dirais, d'informations. Donc, on va dire un accident, il a lieu à un endroit, il a différentes personnes qui sont impliquées, il a différents facteurs qui sont impliqués. Et donc, on a toutes ces briques-là qui sont reliées par des relations. Donc, on va dire est impliqué, connaît quelqu'un, etc. Donc, ça va nous permettre de capter toute cette information, de la restructurer, de la dédoublonner aussi et de la mettre à disposition. Et on a conçu un premier élément qu'on va bientôt ouvrir, qui est un simple test de score, en fait, on appelle ça le score d'immunité, qui permet de questionner un petit peu ces pratiques sur la voirie et qui sera ensuite affiné avec ces informations beaucoup plus précises. Et donc, ça prend la forme d'un bot sur WhatsApp qui normalement fonctionne. Donc là, je suis sur la version de test, donc c'est un petit peu long, voilà. Donc il me dit bienvenue Claire, donc on est sur WhatsApp, donc il a récupéré mes informations. Je ne sais pas si on voit bien, donc je vais le mettre un peu. Ouais, je ne peux pas le mettre en beaucoup plus grand. Bienvenue sur le calculateur de score d'immunité. Je vais vous poser quelques questions pour calculer votre score en fonction de vos pratiques sur la route. Donc là, on lui dit commencer, et donc il va suggérer des réponses. Et tout ça est fait avec une intelligence artificielle derrière qui va adapter les questions en fonction des réponses. Donc là, il va me demander comment je circule. Donc, je circule à vélo. Et donc, il va me poser des questions qui sont plutôt relatives au vélo. Donc, est-ce que je respecte toujours les limites de vitesse? En vélo, oui, je ne suis pas assez rapide pour les dépasser, donc ça va. Est-ce que j'utilise mon téléphone? Donc là, j'ai changé de modèle et du coup, c'est moins pertinent que ce qu'il me fait d'habitude. Mais en général, quand on va lui parler de vélo, il va parler du casque et tout ça. Et donc ça, on est en train d'affiner le modèle, en fait, pour lui donner vraiment les facteurs accidentogènes et le connecter à notre base de données pour qu'il puisse dire, souvent les accidents, ils sont liés à ça, ils sont liés à ça, et donc pouvoir adapter les questions en fonction de ça. Donc, ce petit bot, en fait, il s'adresse aux usagers et aux usagères de la route? Oui. Et pourquoi le choix de WhatsApp, du coup? Parce que l'idée, c'est de le mettre à disposition. Comment ce produit? Alors, il va y avoir plusieurs manières de le mettre à disposition. On est en train de travailler avec des grandes villes en France pour des expérimentations où, en fait, on aurait une signalétique sur certaines zones particulièrement dangereuses pour indiquer ce carrefour est particulièrement dangereux. Peut-être que c'est le moment de retirer son casque anti-bruit avant de traverser ou d'aller traverser un petit peu plus loin. Enfin, voilà, avoir ces différents éléments-là et avoir la possibilité donc d'accéder à ce bot pour pouvoir faire ce questionnaire. Et la prochaine fonction qu'on va très bientôt rajouter, c'est pouvoir déposer un témoignage. Et cette idée des témoignages, c'est de pouvoir dire j'ai été témoin d'un presque accident de la route. Je sais qu'à cet endroit-là, les gens passent n'importe comment. Et donc, on va avoir une sorte d'intervieweur qui va poser des questions et simplement en complétant, on va pouvoir alimenter la base et pouvoir enrichir ces données-là. Et cette idée de partir sur WhatsApp, c'était aussi de dire, en fait, c'est beaucoup plus accessible pour la plupart des gens juste de scanner un QR code et d'accéder à un contact WhatsApp ou de se partager finalement le contact et du coup de pouvoir compléter ce profil-là. Voilà. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, l'objectif, il est double. D'un côté, l'usager ou l'usagère de la route peut recevoir des informations
Parce qu'au final, quand elle a fini son questionnaire, il lui donne des conseils, le bot, c'est ça? Il lui dit mets ton casque, ne téléphone pas en roulant, etc. Exactement. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir des recommandations personnalisées. Voilà. Donc là, il nous dit score 70 pour améliorer, éviter de conduire en état d'ivresse, même occasionnellement, conserver votre vigilance. Et l'idée, voilà, on est en train de travailler sur le. Donc là, c'est une version de test. Et on a une version qu'on est en train de pousser beaucoup plus loin, qui va être connectée à la base de connaissances et qui va permettre du coup d'avoir des recommandations très opérationnelles et très précises en fait pour accompagner les usagers. D'accord. Donc, il y a ce côté recevoir des conseils et il y a aussi ce côté alerter et, Oui. en fait constituer une base de données pour le coup participative en quelque sorte sur les endroits dans une ville qui peuvent poser problème. Et là, j'imagine que le but, c'est quoi? C'est de les répertorier pour ensuite aller voir la DDE, aller voir, aller voir les gens qui s'occupent des routes, aller voir les villes en leur disant là, on a eu plein de signalements comme quoi votre carrefour il est pourri et c'est dangereux. C'est quoi ensuite le but? En fait, l'idée, c'est du coup, avec toutes ces données, on va être capable d'accompagner effectivement, alors d'accompagner les citoyens, mais d'accompagner aussi les collectivités. Et ce sur quoi on est en train de travailler, c'est des sortes de scores en fait aussi côté équipement de voirie, et donc être capable de dire à cet endroit-là, c'est un ralentisseur qui est le plus pertinent et c'est tel type de ralentisseur qui va avoir les meilleurs effets. Donc, un petit peu d'avoir aussi de la data derrière pour pouvoir définir quels sont les équipements les plus efficaces à quel endroit, parce que quand on rajoute un ralentisseur, ça fait ralentir les voitures, mais ça peut être plus dangereux pour les vélos. Donc, en fonction du flux de vélos, en fonction du lieu, par rapport aux écoles, par rapport aux hôpitaux, pouvoir avoir la donnée la plus précise possible pour accompagner les collectivités dans leurs décisions pour trouver les meilleurs moyens de réduire les accidents de la route. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont passionnantes et on voit que des associations se retrouvent à faire un travail dont on peut se demander si c'est pas quelque part les collectivités elles-mêmes qui devraient pas être sur le pont. Est-ce que tu sais du coup si ce type de fonctionnalité, elle trouve des relais pour être financée par les collectivités ou comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous donc on travaille quand même en collaboration avec des collectivités. On fait pas ça, on fait pas ça dans notre coin. Donc effectivement, en fait, aujourd'hui, les collectivités, elles ont. Alors ça dépend déjà, c'est extrêmement morcelé, hein. On peut avoir des toutes petites collectivités qui n'ont pas forcément accès aussi à cette information, qui n'ont pas forcément les moyens d'y avoir accès non plus. Et on peut avoir des grosses collectivités qui ont énormément de données, mais qui sont des données beaucoup plus issues de capteurs, d'informations qu'elles ont à disposition, mais assez peu finalement des citoyens. Et donc, du coup, ça permet de compléter cette information avec la vue des citoyens. Super intéressant. Franchement, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et alors, du coup, on peut peut-être, franchement, il y a beaucoup de questions à poser sur ce sujet, mais on peut peut-être terminer sur l'évolution de la stack, c'est-à-dire que là, c'est vrai que par rapport au point de départ qui est un site avec un dispositif d'accompagnement, maintenant on part sur de l'IA, un bot, des choses beaucoup plus compliquées. Il me semble que toi, ça fait partie de tes missions de conseiller Antoine Aleno sur l'évolution de la stack. Comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce que tu les accompagnes là-dessus? Est-ce qu'on peut rester sur du Softair, du Airtable? Il me semble qu'il y avait aussi du WordPress ou il n'y en a plus? Oui, il y a le site institutionnel et en WordPress aussi. Donc effectivement, on a
rationaliser un petit peu tous ces éléments-là et décider un petit peu de la prochaine stack. Donc là, en fait, l'objectif, c'est à la fois de pouvoir gérer cette stack, je dirais, classique qui permet d'avoir un site web et d'avoir des fonctions assez simples et d'avoir des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus expérimentales. Ça, c'est un des exemples de projets sur lesquels on travaille, mais il y a beaucoup d'idées derrière tout ça. Et du coup, typiquement, sur ce bot, on est sur un back-end qui est en N8N et du coup, qui est géré, donc c'est le workflow que vous voyez là. Et du coup, il y a cette partie qui est très R&D, très exploratoire. Il y a des choses qui sont beaucoup plus classiques. Et en même temps, ça reste une association. On ne veut pas s'éparpiller, on ne veut pas en avoir partout. Et donc, il faut pouvoir supporter, disons, ces expérimentations et à la fois gérer le quotidien sans se retrouver avec 50 outils. Donc, c'est un des gros chantiers qu'on a actuellement en cours. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler la solution de demain? Est-ce qu'on passe sur du WeWeb, du Webflow, du Flutterflow? Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux nous dire quelque chose? Alors, c'est quelque chose qui est encore en discussion, mais effectivement, on commence à stabiliser un petit peu là-dessus. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il faut trouver un bon équilibre entre un site web, il faut quand même que ça réagisse assez vite. Donc, tu parles de Flutterflow, typiquement, une application très, très basique en Flutterflow, ça va mettre un petit peu de temps à charger, ou sur du Bubble, ça va mettre un peu de temps à charger. Donc, on ne peut pas faire un site web institutionnel sur des stacks comme ça. Mais voilà, on est en train de regarder et d'avoir des choses. En fait, il y a vraiment une attention au détail dans cette association et notamment sur la partie design. Et aujourd'hui, une de leurs frustrations, c'est que quand on passe du site institutionnel en WordPress au site d'accompagnement en Software, la cohérence graphique est pas parfaite. Et du coup, voilà, c'est un des sujets, faire en sorte effectivement de s'assurer une cohérence graphique entre tous ces éléments et de respecter la marque au niveau de tout ça. Ça passe par un changement d'outil pour toi? Ça passera par un changement d'outil au sens où il y avait eu une tentative de tout ramener dans Software, par exemple. Et en fait, ça n'allait pas assez loin par rapport aux attentes de design de l'association. Et donc, on est en train de regarder la meilleure solution. En fait, c'est aussi un équilibre entre cette capacité à délivrer très rapidement et à pouvoir expérimenter des choses très poussées. C'est une des pistes, Xavier. J'en ai parlé avec Raphaël la semaine dernière. Super. Eh bien, écoute, Claire, merci vraiment beaucoup pour ce partage et pour tous ces… de nous avoir montré un peu comment tu as collaboré avec Antoine Aleno, avec quels outils, comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelles sont tes prochaines actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, donc moi, on peut me retrouver sur le Slack de No Code France. Vous n'aurez pas trop de mal à me retrouver par là. J'y suis en général assez régulièrement. Sinon, sur LinkedIn, je crois que Quentin avait mis mon LinkedIn dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou sur mon site. Super. Alors, je vais du coup, Quentin va reprendre. Peut-être juste avant, est-ce que tu as un conseil, Claire, pour les no-codeuses, les no-codeurs et les porteurs et les porteuses de projets qui viennent sur No Code for Good? Moi, je dirais que le conseil, ce serait vraiment de ne pas hésiter à parcourir un petit peu les projets qui sont déposés sur le site, de contacter. Donc, moi, c'est moi qui ai contacté l'association, du coup, pour me porter volontaire. Du coup, de ne pas hésiter à contacter parce que dans les autres associations que j'ai contactées, il y en a qui m'ont dit, en fait, c'est plus d'actualité, mais peut-être qu'on aura d'autres choses après et on garde votre nom. Et en fait, quand je me suis lancée comme ça, j'étais absolument pas sûre de moi, je savais pas trop où est-ce que j'allais, et ça m'a vraiment aidée à démarrer, à vraiment commencer à me faire confiance, et du coup ensuite à avoir d'autres missions. Donc je trouve ça
super bien quoi, pour démarrer et ensuite pour trouver des associations qui sont vraiment très belles à accompagner. Je trouve que c'est vraiment merveilleux comme opportunité. Super, bah, merci beaucoup pour ce retour. On va prendre une dernière question qui est celle de Talandrius. Si tu utilises un outil de versionning pour tes projets? Alors, quand je peux, GitHub, et c'est une de mes frustrations effectivement sur pas mal d'outils no-code, c'est que une fois qu'on l'a mis en place, qu'on commence à avoir quelques utilisateurs, on croise un peu les doigts quand on modifie quelque chose et qu'on n'a pas de solution de versionning. Donc effectivement, autant que possible, je trouve que c'est extrêmement pertinent d'avoir un outil de versionning. Super. Bah, merci vraiment beaucoup à toi. Et merci beaucoup Claire pour ton passage. Pour rappel du coup à tous nos viewers, si jamais vous voulez continuer à regarder du no-code sur Twitch, sachez que demain il y aura un live intitulé le no-code pour les assos, donc on reste quand même un peu dans le thème après No Code for Good. Il sera demain entre midi et 13h. Et vendredi, il y aura la réunion hebdomadaire de la guilde professionnalisation de No Code France, vendredi entre 11h et midi. Sinon, pour nous retrouver, soit c'est sur le Slack de No Code for Good, ou aussi nous retrouver directement sur notre plateforme. On a un formulaire de contact sur le site de No Code for Good. Et on se répète encore, sur LinkedIn aussi, le LinkedIn, bien sûr, de No Code for Good, pour nous contacter et pour suivre un peu toute notre actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette heure. Et au mois prochain pour voir le prochain projet, la prochaine no-codeuse, le prochain no-codeur qui viendra nous parler de sa collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.